représenté le ministère de l'Agriculture. On sait que l'agriculture aussi a sa partition à jouer dans la préservation de l'écosystème. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez retenu durant ce séjour de travail? Merci madame, merci pour m'avoir donné cette opportunité. Et avant de parler de ce que moi j'ai retenu, parce que là, on a beaucoup, je voudrais dire que le ministère de l'Agriculture, ou l'agriculture en tant qu'activité, est l'un des secteurs qui est impliqué dans la gestion de l'environnement, aussi bien en tant que prédateur qu'en tant que victime. Prédateur parce que le paysan africain en général, le paysan guinéen en particulier, pour exercer pleinement son activité est obligé d'agresser l'environnement. Parce que les moyens dont il dispose ne lui permettent pas de travailler dans les conditions normales sans trop porter préjudice à l'environnement. Et ça, c'est un aspect absolument important. Et cela se fait à travers quoi? Le paysan guinéen, pour faire son labour, il est obligé de défricher, il est obligé de déboiser. Et le paysan guinéen, malheureusement, n'est pas le planteur. Le paysan guinéen, malheureusement, n'est pas celui-là qui reboise. Donc, il continue à déboiser et à changer de domaine d'activité au fil du temps, parce que les jachères sont là. Dès qu'un domaine est fatigué, en tout cas fatigué entre guillemets, il change de localité. Donc il continue à déboiser et ainsi il est en train d'affecter dangereusement la survie de l'environnement. Mais de l'autre côté, cet agriculteur contribue énormément à entretenir ce qui est le plus important, c'est la sécurité alimentaire. Et puisque nous savons que quand l'environnement est surchauffé, quand l'environnement est affecté, l'activité agricole est aussi affectée. De l'autre côté donc, il est important qu'on prenne au sérieux ce que fait l'agriculteur, pas en tant que prédateur seulement, mais aussi en tant qu'élément d'équilibre pour le maintien de la sécurité alimentaire et de la bonne nutrition. Voilà des éléments qui sont absolument importants, qui paraissent parfois contradictoires, mais ce seul agent, ce seul acteur fait les deux. Il est un prédateur, mais il est aussi une victime. Maintenant, pour revenir à votre question, ce que moi j'ai retenu, c'est que la COP 21 a été une opportunité exceptionnelle pour les chercheurs de ce monde, pour les populations du monde, pour les citoyens du monde, réunis ici, ou représentés ici, de dire plus haut qu'ils ne puissent le dire ailleurs, ce qu'ils conçoivent, ce qu'ils pensent de l'entretien et de la gestion de l'environnement. Il faut reconnaître que le monde court un danger, ce monde que nous vivons court un danger. Peut-être qu'il y a 20-30 ans, on n'en était pas conscient, mais aujourd'hui, le paysan, le dernier paysan, le dernier coin du monde sait ce que c'est que le changement climatique. Peut-être qu'il ne va pas le dire dans ces termes, mais il subit les effets du changement. Donc ça, c'est déjà une première chose que moi j'ai apprise, parce que c'est une opportunité qui nous a été donnée de rencontrer énormément de personnes, de rencontrer ceux qui gèrent ce monde et de les écouter. Et ce qu'il faut retenir, c'est que unanimement, tout le monde est d'accord qu'il faut sauver le monde, sauvant l'environnement. Cela passe aussi par le transfert de technologies. Je pense que votre secteur est également touché. Quels sont les modèles qui vous ont le plus marqué pendant cette COP21? Nous sommes le secteur le plus concerné par le transfert de ces technologies, parce que, je venais de le dire tantôt,
si on ne tient pas compte des aspects agricoles, on affecte la sécurité alimentaire et c'est la survie du monde qui est affectée. Mais il faut dire aux paysans, ne déboise pas. Il faut dire aux paysans, ne met pas du feu. Il faut dire aux paysans, applique moins d'engrais. Il faut dire aux paysans, applique moins de pesticides. Tout ça, c'est des choses utiles. Mais il faut lui dire aussi ce qu'il faut faire. Quand il ne fait pas tout ça. Et c'est ça l'importance de ce changement. C'est ça l'importance de l'apport du monde industrialisé, du monde avancé vis-à-vis du monde que nous représentons. On a besoin de cet appui technologique. On a besoin de ça. Parce que chez nous, quand vous prenez les 90% ou plus que ça des superficies cultivées, vous trouverez que ces 90%, elles sont toutes sur des côtés non irrigués, qui dépendent de la pluviométrie et qui dépendent de tout ce que vous pensez, les feux de brousse, le déboisement et ainsi de suite. Alors, quand on veut que cela ne soit pas, il faut aider ce paysan à maîtriser l'eau. Maîtriser l'eau pour mieux produire. Maîtriser l'eau pour descendre des côtés et se mettre dans des domaines aménagés où on agresse moins l'environnement. Ce changement de technologie, cet échange entre ces pays avancés et nous est absolument possible. Donc il y a énormément de choses que nous avons apprises et nous allons essayer de faire en sorte que nous puissions, autant que faire se peut, passer ce message au niveau de nos concitoyens paysans. Quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué? L'expérience qui m'a le plus marqué, il y en a assez, il y en a beaucoup, mais je revenais tout de suite sur la gestion de l'eau. Vous savez, chez nous, les gens, les Guinéens pensent le plus souvent qu'il y a beaucoup d'eau, parce que simplement, quand il pleut chez nous, on voit les rivières sont pleines, on voit les fleuves sont pleins, on voit que partout il y a de l'eau. Mais quand on revient en saison sèche, vous revenez en février-mars, vous trouverez que c'est de la désolation. Donc le Guinéen pense qu'il a de l'eau, mais il n'a pas d'eau. Donc l'expérience qui est la plus productive pour moi, en tant que spécialiste des aménagements agricoles, c'est ces petites techniques qui sont mises à la disposition du petit exploitant, qui lui permettent de maîtriser l'eau, de stocker l'eau, de l'utiliser quand il le faut et de faire en sorte que son utilisation soit le plus productive possible. Ça, c'est des expériences qui sont là. Il ne s'agit pas d'aménager des milliers ou des millions d'hectares, il s'agit de faire en sorte que ce petit exploit, quand on sait que c'est ces petits exploitants-là qui nourrissent en grande partie notre pays, quand on fait abstraction des importations, tout ce qui est produit en Guinée, c'est produit par ces petits exploitants. Alors, quand on aide ces petits exploitants à produire au moins toute l'année, on leur donne non seulement le travail, mais on leur donne un revenu qui leur permet de lutter contre la pauvreté. Voilà. Avez-vous profité de l'occasion pour nouer des relations avec des entreprises françaises ou d'ailleurs? Oui, j'ai noué quelques relations, pas avec des entreprises spécifiquement, mais avec certaines institutions, telles que le Parlement luxembourgeois, avec lequel j'ai échangé. Vous savez que le Luxembourg est un petit pays, mais assez organisé et assez puissant, avec lequel malheureusement nous n'avons pas de coopération, en tout cas sur le plan agricole. Et je pense que de ce contact-là, on tirera énormément de profit. Il y en a d'autres, il y a des ONG, il y a d'autres institutions qui s'intéressent surtout à la gestion de l'eau et à l'agriculture, avec lesquelles j'ai eu énormément d'échanges et avec lesquelles j'ai espoir
que nous pouvons être accompagnés dans ce que nous avons comme objectif en termes de sécurité alimentaire. Excellence, j'ai toujours posé cette question à l'ensemble des personnes que j'ai eu interviewées. Est-ce que l'espoir est permis par rapport à un accord contraignant et à l'aboutissement de cette COP21, surtout que nous venons d'apprendre que la fermeture de cette conférence est reportée pour demain? Oui, l'espoir est permis, l'espoir, il ne faut jamais le perdre. Quand on perd l'espoir, on démissionne. Et on ne démissionne pas. L'espoir est vraiment permis. Et vous savez, la COP 21 a un mérite par rapport à toutes les COP qui sont passées avant. C'est que, unanimement, même les pays qui fondent leurs économies sur les énergies fossiles reconnaissent qu'il y a nécessité de revoir le niveau du réchauffement climatique. Et ça, c'est un acquis important. Donc l'espoir est permis, on ne peut pas être unanime sur tout. Ce n'est pas possible. Même dans une famille, vous ne pouvez pas avoir l'unanimité sur tous les sujets. Mais l'essentiel peut être acquis. Et cet essentiel-là, c'est ce que nous recherchons. Et c'est sur ça que nous devons baser le futur de cette planète. Et nous, on a assisté à 2 mouvements de revendication par rapport au fait que les accords ou les discussions ne sont pas ouvertes à tous les participants au monde entier qui sont là. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette revendication? Non, je crois, si je comprends bien, ces revendications, c'est un peu la société civile, c'est les ONG qui ont leurs droits, évidemment, qui ont raison de revendiquer, parce qu'ils ont leur vision de cette situation. Mais d'une manière ou d'une autre, moi je me dis qu'on ne peut pas mettre tout ce beau monde dans une même salle et écouter tout le monde. Ce n'est pas possible, on n'en finira pas pendant des années. Mais ce qui est important, c'est qu'il est permis quand même à chacun, par le canal qui lui paraît le plus adéquat, de donner son point de vue. Alors, ce point de vue peut ne pas être pris en compte immédiatement, mais chacun a la possibilité de dire ce qu'il pense de ce changement climatique. Monsieur le secrétaire général, depuis la subvention des engrais chimiques par le président de la République, l'utilisation par les paysans de ces produits devient exponentielle. Comment comptez-vous réguler ce phénomène, étant donné que les engrais chimiques contribuent à la dégradation des terres? Ça, c'est une excellente question. Vous savez, l'utilisation des engrais contribue effectivement à la dégradation de l'environnement, à la pollution, proprement parler de l'environnement. Mais notre pays, quand on prend le cas guinéen, notre pays est très loin du seuil de danger dans l'utilisation des engrais. Quand vous prenez la commande guinéenne, pendant ces dernières années, la commande guinéenne par an ne dépasse pas les 20 000 tonnes. Et quand vous prenez la dose normale d'application des engrais, c'est à peu près 250 kg à l'hectare. Vous verrez que vous n'avez pas plus de 50 000 hectares qui sont couverts par tout l'engrais qui vient. Alors qu'on met en œuvre au moins 1 million et quelques hectares de terre en Guinée et par an. Alors, est-ce qu'on a atteint un seuil d'utilisation d'engrais qui peut nous amener à dire attention, on est en danger? Non, on est très loin de ça. C'est la même chose que les pesticides. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Tout ce qu'on entreprend, l'activité humaine entraîne toujours quelques petits dangers. Mais encore une fois, la Guinée est très loin du seuil d'utilisation d'engrais où on peut mettre le feu rouge. À quand l'autonomisation alimentaire en Guinée? L'autonomisation alimentaire, ça c'est une question assez vaste. L'objectif du gouvernement et l'objectif du président de la République, c'est de faire en sorte que très rapidement on soit autosuffisant. Surtout en eau. C'est un objectif assez noble. Et nous sommes en train d'aller vers ça.
Parce que quand vous prenez de 2011 à 2015, la production du riz a augmenté, je vais emprunter le mot de Madame Mamba, de façon exponentielle. Autant l'utilisation des engrais a augmenté de façon exponentielle, autant la production du riz a augmenté de façon exponentielle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous devons maîtriser un peu les statistiques pour savoir est-ce qu'il faut à la Guinée comme quantité de riz par an. Et sur cette base, qu'est-ce que la Guinée produit par an et quel est le gap réel? Quand on ne maîtrise pas ces trois éléments, on va continuer à importer énormément de riz, alors que ce n'est pas tout à fait évident que toute cette quantité de riz soit nécessaire pour alimenter le Guinée. Voilà la situation. Donc c'est très bientôt, nous pensons. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de vous dire merci et souhaiter que cette COP aboutisse effectivement à un accord global sur l'essentiel pour la survie de notre planète, sur l'essentiel pour le bien-être des pays sous-développés que nous sommes, qu'on va appeler les pays moins avancés. Je vous remercie. Merci.